Vous pouvez déjà vous présenter, nous dire votre nom, votre âge, lieu de naissance, etc. Oui, alors, je m'appelle Hafid Ouardiri. Je suis né en Algérie, à Benissaf, en 20 février 1946. Et je vous remercie d'ores et déjà de m'interpeller sur la question de la colonisation en Algérie, que j'ai quand même vécu, même jeune, pendant un certain temps. Et en particulier la période où il y avait ce que l'on appelait la guerre d'Algérie, mais qu'en vérité, c'était la révolution algérienne pour acquérir l'indépendance. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment était votre vie quotidienne avant la guerre? Ma vie quotidienne avant la guerre était une vie de, comment dirais-je, de personne de deuxième zone, quoi. Étant donné que nous étions colonisés, les colonisateurs avaient la priorité et nous, on avait simplement, comment dirais-je, l'effacement à assumer. Nous n'existions pas pour eux, sinon que comme des êtres corvéables et, comment dirais-je, sous-traités, quoi. Et donc ça n'est pas agréable. Moi, je peux dire une chose, c'est que j'avais un avantage. Je faisais partie d'une famille qui avait quand même le droit d'accès à l'école, à d'autres, comment dirais-je, institutions qui n'étaient pas permises à tous. Par exemple, dans l'école publique, tout le monde n'y avait pas droit. Et il me semble, je dois dire, ce qui m'est resté, et la mémoire de l'Algérie, elle est toujours vivante en moi. Ce qui me reste, c'est que nous étions à l'école, par exemple, il y avait ceux qui avaient un nom. Comme moi, je m'appelais Ouardiri, j'étais inscrit sur le registre avec mon prénom et mon nom. Et il y avait parmi nous des garçons et des filles qui n'avaient pas de nom, ils avaient juste, comment dirais-je, des lettres de l'imprimerie, on les appelait SNP, ça veut dire son nom patronymique. Ils avaient un prénom, mais ils n'avaient pas de nom, parce que l'état civil a estimé que le nom qu'ils portaient n'était pas digne d'y être inscrit, et il portait donc simplement ces 3 lettres de l'alphabet, SNP, qui voulait dire son nom patronymique. Déjà, quand on vit ce genre de situation avec d'autres amis et d'autres camarades qui n'ont pas de nom, là on se rend compte que nous sommes dans des conditions qui sont pratiquement inhumaines. Et nous étions toujours, comment dirais-je, un peu dans la peur, toujours dans cette peur d'être suspecté, de ne pas être en accord avec les règles qui étaient prescrites par le dominateur, par le colonisateur à l'époque, donc c'était la France. Rappelez simplement que l'Algérie a été colonisée pendant 132 ans, et pendant ces 132 ans, dès le départ, lorsque l'Algérie a été colonisée, il y a eu pas moins d'1 million de personnes qui ont disparu. C'était des paysans qui travaillaient leurs terres tranquillement, et ils ont disparu sur une population à l'époque de 3 500 000. Imaginez que c'est quand même terrible, la colonisation. Et on peut peut-être se rendre compte de cette chose terrible qui continue à exister même de notre temps. À voir les événements que nous vivons, nous voyons bien que ça n'a pas disparu. La colonisation est toujours là. La domination de certains pouvoirs sur des populations qui ne demandent qu'à vivre en paix est toujours là. Et la déshumanisation est toujours là. Et à quel moment est-ce que vous avez compris que la guerre, la révolution du coup, elle allait bouleverser votre quotidien? Écoutez, moi je suis né dans un très beau village sur une falaise au-dessus de la Méditerranée, et j'ai remarqué que dans la famille on commençait un peu à s'agiter. Mon grand-père commençait à dire qu'il fallait qu'on quitte ce village et qu'on aille au centre de la ville parce qu'il y avait une situation qui allait comment dirais-je, se détériorer. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse
aller en ville pour être au milieu de tout le monde et qu'on ne subisse pas des persécutions ou des exactions parce que nous étions isolés dans ce village. Et là, j'avais compris que ce qui allait se passer, c'était quelque chose de beaucoup plus grave que ce que je connaissais dans ce que l'on appelait un petit peu une vie pépère, une vie en paix. En fait, on n'avait pas de vie en paix puisqu'on n'avait pas droit à nos droits. Et comment donc cette révolution a-t-elle changé votre vie au niveau plus des restrictions, des peurs ou des nouvelles responsabilités La peur, c'est terrible à vivre. On a toujours la peur. Moi, je me souviens lorsque on quittait la maison le matin pour aller à l'école, eh bien, sur le chemin de l'école, il y avait des soldats qui nous disaient de passer à droite ou à gauche. On n'avait pas la liberté de mouvement. Et ce dont je me rappelle, ça m'a marqué, c'est quand on croisait certains soldats qui nous arrêtaient pour nous dire qui étaient les gens qui étaient venus nous voir le soir. Parce qu'il y avait en principe comment on appelle ça, un couvre-feu d'une certaine heure à une certaine heure. Et quand on est jeune et qu'on entend quelqu'un d'adulte avec une arme et avec un uniforme qui vous dit qui étaient les gens qui sont venus vous visiter le soir, ça voulait dire qu'on nous suspectait de recevoir des gens qui étaient en opposition avec le pouvoir français et qui étaient ce que l'on appelle, ce que les Français appelaient les fellagas à l'époque, qui vient du mot fallaha, qui veut dire paysan, alors qu'au fond c'était des êtres qui voulaient leur indépendance parce qu'il leur avait été promis, après la guerre de 39-45, d'avoir cette indépendance, mais malheureusement, l'histoire est là encore, et je m'en souviens, lorsque la France avait signé l'armistice pour sa propre libération du nazisme, eh bien, le 8 mai 1945, juste une année avant ma naissance, eh bien, les Français étaient venus réprimer une manifestation qui a eu lieu à Sétif, où il y a eu un nombre considérable de morts, tout simplement parce que c'était la première fois que les Algériens sortaient dans la rue avec un drapeau algérien pour dire voilà, vous nous avez promis l'indépendance, nous vous avons aidé à vous libérer des nazis en 39-45, maintenant donnez-nous la promesse que vous nous avez faite, à savoir l'indépendance. Et à ce moment-là, la seule réponse que la France a eue, c'est d'envoyer des bombardiers qui ont absolument tué, encore une fois, un nombre considérable. Certains disent 15 000 personnes, d'autres disent bien plus. Voilà. Donc, c'est une situation, le colonisme, c'est une situation de déshumanisation totale. C'est-à-dire, l'être qui est colonisé n'a plus droit à rien. Il n'a même pas droit à une identité qui soit une identité qu'il ait choisie lui-même, mais qu'on lui impose. Souvent, les noms étaient des noms qui étaient plus ou moins tordus, parce que comme les noms étaient en arabe et qu'il fallait transcrire en français, on n'avait plus le même nom. Moi, je me souviens que dans ma propre famille, quand après on a dû régler des problèmes d'héritage, ma sœur s'appelait Wardini, moi je m'appelais Wardiri, l'autre s'appelait... chacun avait une lettre dans son nom qui était pas conforme au nom de l'origine, qui fait que déjà, il fallait faire un combat considérable pour pouvoir retrouver un nom identique dans une même famille. Donc ils ont joué avec l'état civil, et ça, c'est jouer avec l'identité des gens, c'est le pire que l'on peut subir dans une colonisation. C'est, en plus du fait que, par exemple, des gens qui vivaient du côté de Tlemcen, on les déplaçait pour les emmener du côté d'Oran. Enfin, on faisait un mélange terrible qui faisait que les gens avaient de la peine à se retrouver véritablement parce qu'on faisait d'eux ce que l'on voulait. Il y a bien entendu des histoires encore plus terribles que j'ai pu vivre. C'est quand on est jeune, moi j'étais jeune, quand la guerre d'Algérie a commencé, j'avais 8 ans. Donc c'est toujours très très effrayant de voir des gens qui sont armés et qui sont là à vous dire de faire le contraire de ce que vous voulez faire. Et je me souviens d'un soir où, sur dénonciation, on est venu le matin, vers 2h du matin, taper à la porte pour venir chercher mon père. Et je me souviens comment on s'est réveillé, effrayé par la force qui a déferlé au sein de notre maison, où, je le dis, je l'ai vu de mes propres yeux, où on mélangeait la farine à l'huile, enfin on déchirait les matelas pour voir où soi-disant on cassait l'argent, qui était de l'argent qui était
soi-disant une aide qu'on devait apporter aux gens qui résistaient contre cette domination. Et tout ça, c'était, comment dirais-je, fait pour ajouter à la peur, de la terreur, et pour montrer qu'en définitive, on n'était pas chez nous. Et donc, on devait toujours faire attention à ce qu'on disait, faire attention à qui on recevait à la maison. Et ça, quand on le vit de manière quotidienne, c'est très difficile d'avoir le sentiment d'être en confiance, d'être en paix. Et il est vrai que contre toute colonisation, il est nécessaire à un moment donné de réagir pour se libérer, pour se retrouver, pour être soi, pour avoir droit au droit. Et vous qui étiez du coup assez jeune pendant la guerre, vous ne l'avez pas vécu directement dans le sens où vous n'étiez pas déployé, mais est-ce que vous avez connu des personnes qui étaient directement impliquées dans l'armée, enfin dans tout ce qui est rébellion, etc. Des personnes impliquées dans la révolution elle-même. Oui. Ma propre famille a été impliquée. Donc on a subi tous les affres qui devaient arriver par le fait qu'on nous considérait comme des gens qui étaient contre la colonisation. Mais on a aussi eu l'occasion de rencontrer, de voir des gens qui, les pauvres, ont été trompés par le colonisateur et ils en ont fait ce que l'on appelle des ennemis même de leur propre cause en les armant contre leurs propres frères, ce qu'on a appelé pendant un certain temps les harkis par exemple, les supplétifs, des gens qui vivaient dans leur village tranquillement et où l'armée française à l'époque venait commettre un crime. Et le lendemain, quand ils se levaient, les villageois, et qu'ils voyaient cet homme ou cette femme au milieu du village assassiné, eh bien, on leur disait, voyez, tant que vous ne serez pas armés contre ceux qui commettent ces crimes-là, eh bien, vous serez toujours victimes de ceux qui veulent devenir indépendants. Donc, ils savaient très bien faire en sorte que les populations deviennent des gens qui vont nourrir de la haine les uns à l'égard des autres. C'est une manière de diviser la population pour, comment dirais, épaissir la haine et faire en définitive que plus personne n'ait confiance en l'autre. Et c'est terrible, ces périodes-là, c'est des périodes qui sont très sombres, où personne n'a confiance en personne, même au sein de la famille. On a peur. Moi, je me souviens, puisque dans ma famille, on parlait l'arabe, on parlait le français, mais on parlait aussi une langue, le kabyle. Et je me souviens, ma grand-mère et ma mère, ou mon père, quand ils voulaient se dire quelque chose qui était du domaine du secret, eh bien, ils le disaient dans cette langue-là pour que nous ne puissions pas le comprendre et qu'on ne puisse pas, au cas où des gens de la police ou quoi que ce soit dans la rue nous oppressent et nous fassent parler, on dise des choses qu'on a entendues à la maison. Donc c'est toujours quelque chose d'absolument terrible, la peur, la domination, tout cela, ça... Mais en même temps, eh bien, il faut apprendre à vivre avec ça et ne pas perdre de vue le fait que tout cela, un jour ou l'autre, finira par trouver un dénouement et qu'au bout, tout à fait au bout, il y a une lumière et qu'on va en sortir. Et sincèrement, je me rappelle quand on se réunissait, on avait des chants qui étaient des chants de la liberté, quoi. On savait tous quel était l'hymne national de l'Algérie, on savait tous quelles étaient les couleurs du drapeau, on avait tous cette espèce d'envie extraordinaire du jour où on va nous dire c'est fini, la guerre est finie, l'Algérie est indépendante, et on était tous prêts à être devant pour vivre cette exaltation. Et d'après vous, quel était le rôle des jeunes dans cette guerre ? Est-ce qu'ils étaient un groupe cible particulier ou... En fait, les jeunes étaient très impliqués dans la Révolution. C'est des gens il y avait des jeunes, ils avaient à peine 16-17 ans, qui, comme ils n'étaient ni inscrits à l'école, nulle part, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'est faire partie de ceux qui résistent. Et donc il y avait eu beaucoup de jeunes qui résistaient, et qui ont perdu la vie ou qui ont été torturés, ça c'est une réalité que l'histoire a, comment dirais-je, qui est inscrite dans l'histoire. Oui, bien sûr, les jeunes avaient un rôle prépondérant. On n'était pas,
comment dirais-je, on n'était pas poussé à la haine, on n'était pas poussé à faire la guerre ou à tuer qui que ce soit, parce que le but de cette population algérienne, c'est de pouvoir se libérer de ces 132 années de colonisation et qu'ils avaient droit à pouvoir vivre libre dans un pays avec des frontières et puis de pouvoir faire usage de leur intelligence, de leur capacité, de leurs compétences pour pouvoir progresser, prospérer. Ça, c'était interdit. Et je me souviens, après l'indépendance, dans ma jeunesse, ce que nous discutions entre nous, entre jeunes, c'était de demander aux colonisateurs des réparations. Parce que quand vous vivez pendant, combien, comme je le répète, 132 ans et plus, sous une domination qui vous interdit tout, même le droit d'aller développer votre intelligence à l'école, parce que ceux qui avaient droit à l'école sont nombreux. L'histoire de l'Algérie comment dirais-je, a inscrit le nombre d'universitaires qu'il y avait à l'époque, ou de nombre qu'il y avait, on peut dire que 90%, sinon 95% de la population était une population qui n'avait aucun rapport avec les institutions d'enseignement et ainsi de suite. Il n'y avait qu'une petite poignée de gens qui avaient la possibilité de pouvoir avoir droit à l'instruction. Et donc, ceux qui faisaient partie des animateurs de cette révolution, c'était des gens quand même qui étaient cultivés, qui étaient instruits, et qui étaient souvent opprimés, qui étaient souvent, comment dirais-je, envoyés au bagne, comment dirais-je, du côté du département d'outre-mer. C'est pour cette raison qu'il y a dans les départements d'outre-mer, par exemple, des familles algériennes qui sont là parce qu'ils étaient envoyés en prison là-bas pour ne pas rester au pays, puisqu'ils étaient des troubles-fêtes. C'était des gens dangereux pour l'autorité française en Algérie. Donc les jeunes, évidemment, ils étaient directement concernés. Ils avaient besoin de droits, et ces droits-là, ils se devaient de combattre pour. Ce n'étaient pas des tueurs, ce n'étaient pas des assassins, c'était des gens qui voulaient repousser cette colonisation, cette haine, cette terreur que leur imposait la puissance étrangère qui les a occupés, colonisés pendant tant et tant d'années. Et entre les jeunes, comment l'information elle circulait par rapport à tout ce qui se passait? Oui. À l'époque, pour que la circulation circule, moi je me rappelle quand on était jeune, pour recevoir de l'information concernant ce qui se passait au niveau de la résistance à cette oppression, on n'avait que très très peu d'informations, parce que l'information était quasiment secrète, quoi. C'est-à-dire ce qu'on devait savoir sur ce qui se passait au niveau des résistants en face de l'occupant, on n'en savait pas grand-chose parce qu'on ne voulait pas trop nous informer pour ne pas nous mettre en danger. Celui qui avait une information finissait par être, comment dirais-je, persécuté jusqu'à ce qu'il dénonce ceux qui lui ont donné cette information. Donc la torture, les condamnations à mort et tout cela, c'était quelque chose qui était absolument, comment dirais-je, chose facile à commettre de la part de ce que l'on appelait, comment dirais-je, un pays quand même qui était une démocratie et en même temps qui a produit ce que l'on appelle le siècle des Lumières. Alors siècle des Lumières pour eux et siècle des ténèbres pour nous. Et quel impact la guerre a-t-elle eu sur votre éducation et votre avenir professionnel? Alors, l'impact que cette guerre a eu pour moi, c'est de ne pas faire la guerre. La première chose que j'ai appris de la guerre, c'est de ne pas la faire. Parce que si on ne supporte pas de souffrir de la part de ceux qui nous font souffrir, la première leçon qu'on doit avoir, c'est de ne jamais être de ceux qui vont souffrir d'autres, faire souffrir d'autres, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils sont supérieurs. Donc pour moi, ça m'a appris qu'au niveau de l'humanité, il n'y a pas d'être supérieur à d'autres. Que la supériorité, au fond, provient du fait qu'on soit capable d'être utile aux autres, qu'on puisse faire du bien aux autres pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est un élément fondamental. L'autre élément, c'est l'instruction, apprendre. Parce qu'au fond, la meilleure manière de se libérer, ça n'est pas par les armes, même si il est nécessaire parfois
que les armes, malheureusement, interviennent dans un processus de libération. C'est l'éducation. Et je me souviens, ma famille faisait partie de ce que l'on appelle l'association des érudits de l'Algérie, qui avait à sa tête le bien-aimé Ibn Badis, le cheikh Ibrahimi, enfin toutes ces personnes dignes de connaissance et qui étaient un peu les ambassadeurs de l'émir Abdelkader. Parce que nous sommes des gens descendants de ces personnages qui étaient des personnages érudits, qui étaient des hommes de science. Donc pour nous, comment dirais-je, la guerre nous a été imposée. Le fait d'utiliser des armes nous a été imposé. Nous nous proposions d'être, comment dirais-je, libres par le biais de la négociation et du respect mutuel. Vous nous avez occupés, maintenant laissez-nous nous prospérer par nous-mêmes et restons dans un rapport de respect les uns des autres. Et ce qui va m'amener à dire que jusqu'à aujourd'hui, cette blessure, elle est toujours ouverte. Parce qu'on voit par exemple aujourd'hui ce qui se passe entre la France et l'Algérie par rapport à des situations ou des attitudes d'ingérence d'une part et d'autre, eh bien on continue de nouveau à rouvrir ces blessures-là au lieu de chercher à faire en sorte que chacun puisse prospérer et vivre avec l'autre dans une relation de respect et de, comment dirais-je, et de liberté et de dignité. Je dirais même, à la limite, nous, on nous apprenait à développer la fraternité, même à l'égard de celui qui n'avait pas de fraternité pour nous. Mais ce n'était pas utile de continuer à être toujours dans cette démarche d'ennemi, mais chercher à voir comment on peut construire l'amitié, parce que c'est par l'amitié qui est préférable. Donc on repoussait le mal par un bien, afin qu'entre celui qui nous faisait du mal et nous-mêmes, il y ait un rapport de respect et un rapport d'amitié. Et tout à l'heure, vous avez parlé des chants de l'après-guerre, de la joie qui est ressortie de la fin de la guerre. Est-ce que c'était quelque chose qui était assez général, où il y avait quand même des personnes qui étaient soit pas satisfaites avec le résultat final, soit beaucoup trop affectées pour se réjouir de... Ah oui, la guerre ne fait jamais, comment dirais-je, l'égalité entre tous. Il y a ceux qui, à un moment donné, émotionnellement, se sentent libérés par la fin de la guerre, mais d'autres se sentent lésés parce que nous étions une population mixte, une population qui était composée de différentes origines. Et alors, évidemment, à la fin de la guerre, au moment de l'annonce et même avant l'annonce de l'indépendance, eh bien, il y a des gens qui étaient obligés de quitter le pays. Moi, je me souviens avoir pleuré de voir des amis qui étaient avec moi à l'école parce qu'ils nous quittaient. C'était nos amis, c'était des gens avec qui on avait un rapport qui était un rapport, malgré le fait qu'ils étaient considérés comme privilégiés par rapport à nous, nous avions avec eux des rapports d'amitié. Les voir partir, eh bien moi je me souviens, jeune, j'avais envie aussi à un moment donné d'aller vers là où ils allaient. Et d'ailleurs c'est ce qui a été fait après, parce que après la guerre, tous ceux qui avaient un diplôme, moi je me rappelle à l'âge de 16 ans, j'avais le BUPC, et après l'indépendance, après les joies, l'exaltation, eh bien, il fallait mettre de l'ordre dans le pays. Et je me rappelle ceux qui avaient justement ce pouvoir de pouvoir mettre le pays en ordre, eh bien, ils ont été chercher tous ceux qui avaient un diplôme pour au moins être enseignant. Comment dirais-je, moi je me rappelle, à 16 ans, on m'avait pris comme enseignant pour faire en sorte que les enfants qui n'avaient pas eu l'occasion d'aller à l'école puissent avoir accès à l'école. Je dirais même que certains qui étaient dans cette démarche-là nous avaient obligés d'enseigner jour et nuit à ces enfants pour qu'ils rattrapent ce qu'ils ont perdu en matière de savoir à cause du colonialisme. Des fois, on est dans des excès, et ces excès-là, je les ai rencontrés. L'excès de la liberté ou l'excès de l'indépendance mène des fois à des conduites qui ne sont pas tout à fait, comment dirais-je, dignes de ce que l'on appelle l'indépendance. Et je me souviens aussi ce qui m'a fait partir de l'Algérie,
puisque moi j'ai juste vécu la période de l'indépendance, l'exaltation, on était habillé, le pantalon blanc, la chemise verte et puis les petits galons rouges, la couleur du drapeau, et on manifestait avec bonheur notre liberté. Et bien quelques mois après, je me souviens, c'était en juillet, en août, on devait rentrer dans les écoles pour ramener les enfants et leur apprendre, qui faisait qu'on faisait n'importe quoi, parce qu'on était dans cette espèce d'excitation. Et en même temps, je me souviens, quand ils étaient venus chez moi, dire qu'il fallait que je sois enregistré sur une liste pour aller étudier en Hongrie ou en Russie. Et là, mon grand-père, il était absolument étonné de voir qu'on allait m'emmener dans un pays communiste à l'époque, terriblement extrême, alors qu'on venait de finir avec une colonisation, on allait nous emmener vers un pays qui n'avait aussi aucun respect de tout ce que pouvait être le droit de l'homme ou le droit à la liberté. Et là, évidemment, mon grand-père, mon père, ma famille ont fait en sorte que je puisse repartir en France, cette France qui quittait l'Algérie. J'ai été la rejoindre pour continuer mes études secondaires. Mais, encore une fois, notre terre ne nous quitte jamais. On peut la quitter, sortir, mais elle ne sort jamais de nous. Et pensez-vous que ces expériences ont pu influencer vos choix après l'indépendance, notamment dans la vie professionnelle ou plus généralement dans la vie quotidienne? Oui, on était tous, comment dirais-je, à l'époque jeunes, on était tous, mais alors animés par cette espèce d'énergie qu'on allait faire de ce pays qui a été colonisé par tant d'années, le paradis. Malheureusement, il faut le reconnaître, le paradis n'est pas de ce monde, et que tout pays doit traverser des complications pour s'améliorer. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le pays aujourd'hui a une population, et dans cette population, il y a des compétences, et parmi ces compétences, il y a des gens qui peuvent amener ce pays à une prospérité qui peut être partagée par tous. On ne peut pas combattre le colonialisme en continuant dans du néocolonialisme. Donc vous pensez que l'Algérie actuelle, elle dépend encore de la France? C'est ça, d'une certaine manière. C'est très difficile, comment dirais-je, l'Algérie et la France, c'est je t'aime moi non plus. C'est comme ça. C'est un rapport d'amour et de haine, et les blessures sont ouvertes. Mais je crois que je suis français et algérien en même temps. Pour dire la vérité, je pense que du côté de la France devrait reconnaître que 132 ans d'occupation d'un pays où on dit que dans ce pays, il y a eu des hôpitaux, il y a eu des écoles, il y a eu des routes. Moi, je peux dire que ces hôpitaux, que ces écoles, que ces routes ont été toujours mises au service de l'occupant, et très peu de l'occupé. Donc il faut être honnête au niveau de l'histoire, il faut réviser l'histoire, non pas dans le but de refaire la guerre, mais pour construire une vraie paix. Et l'Algérie et la France, ils ont, comment dirais-je, difficile pour eux de divorcer, mais ils ont des crises de couple qui sont terribles et on est en train d'en vivre une de ces crises. J'espère qu'au niveau de la France, ils puissent cesser ces espèces de provocations qui sont ressenties par le peuple algérien et par l'Algérie comme comment dirais-je, une ingérence. Un pays de 62 ans d'indépendance est un pays qui est tout neuf. Il n'a pas encore atteint, je dirais, son adolescence. Il faut le laisser grandir, l'aider à grandir, et à la limite, faire en sorte que non seulement le pardon puisse avoir lieu, mais en plus la réparation aussi. Et est-ce qu'il y a des événements ou des souvenirs qui vous a tellement marqué, qui reviennent assez souvent dans votre quotidien? Ah oui, alors là, un événement qui m'a particulièrement... C'est juste un peu avant l'indépendance, je me souviens, mais c'est un événement personnel. Le prof de gym nous a dit qu'il fallait qu'on fasse une cérémonie sportive dans le collège où j'étais, le collège Pierre Brossolette à Bénissaf.
Et on devait avoir une tenue de sport digne de ce nom. Et nous, jeunes Algériens, on avait beaucoup cette fierté d'être bien présentés, bien habillés, bien chaussés, bien coiffés. Et je me souviens avoir dit à mon père, tu sais, ce que j'ai pour me présenter comme vêtements, ça va très bien, mais je n'ai pas les chaussures qu'il faut. Et il m'a dit, écoute, tu vas chez mon ami Ben Soussan, c'était un juif de Benissaf qui tenait justement une boutique de chaussures. Et à l'époque, on avait les fameuses chaussures Aigle. Ceux qui voulaient être à la mode, ils se devaient d'avoir ça au pied. J'ai convaincu mon père, qui était toujours quelqu'un qui était très soucieux de notre bonne présentation, parce qu'il n'aimait pas que nous soyons au-dessous de ceux qui nous ont occupés. Après tout, on pouvait, avec peu de moyens, être le plus digne possible. Et c'était la meilleure manière, au fond, de montrer à celui qui nous colonisait que nous étions capables de continuer sans lui. Et je me souviens donc, le lendemain, c'était cette cérémonie. J'étais sorti de chez moi pour aller chercher cette paire de chaussures. J'arrive, on me montre les chaussures, j'essaye, c'était très bien des chaussures blanches, impeccables, de sport. Et au moment où je sors, à l'époque, il y avait un groupe de terroristes blancs qu'on appelait l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète, qui a le fait d'aller de la boutique jusque chez moi, il y a à peu près 1 kilomètre, qui tirait dans tous les sens, parce que pour eux, c'était important, comme l'indépendance, on était au mois de mars 1962, l'indépendance approchait, donc ils s'agitaient, ils tuaient dans tous les sens. Et je me souviens, j'ai traversé depuis la boutique jusque chez moi, des tirs qui venaient de tous les côtés. Ça, je m'en souviens, et des fois, ça me revient comme ça, comment, au fond, j'ai pu sortir de cela. C'est aussi une part de foi, aussi. Hein. C'est ce qui a fait au fait qu'on peut échapper par la grâce de Dieu, je le dis. Et si j'ai assez échappé à cela ce jour-là, c'était grâce à Dieu, parce qu'il y avait suffisamment de balles pour qu'on ait une qui me touche. Et donc, j'arrive jusqu'à la maison, m'ouvre la porte, j'étais complètement perdu. Mon père me regardait comme cela. Et puis finalement, il m'a dit, tu as trouvé tes chaussures? Il n'a même pas dit que c'était grave ce que j'avais vécu. Est-ce que tu as trouvé tes chaussures? Parce qu'il pensait que c'est ce qui allait le faire plus de plaisir que même ma propre vie, quoi. Et donc, je lui dis oui, il y a le carton. Puis finalement, dans le carton, il n'y avait plus les chaussures, parce qu'en courant, les chaussures sont tombées. Voilà ce dont je me rappelle. C'est peut-être pas digne d'être inscrit dans l'histoire, mais dans mon histoire, ça compte beaucoup. Et justement, cette histoire, toutes ces expériences que vous avez eues, est-ce que vous les avez transmises à vos enfants, vos petits-enfants peut-être, aux membres de votre famille, à toutes les personnes que vous avez éduquées de manière directe ou non? Oui, ça s'appelle la transmission. Oui, je pense que tout être humain doit assurer une transmission, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa culture, sa religion ou son mode de vie. Transmettre aux générations qui viennent, parce que l'histoire est une science précieuse. Si on triche avec l'histoire, on triche avec tout le reste. Et aujourd'hui, l'histoire est falsifiée. Aujourd'hui, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et il va falloir que ceux qui sont sortis de ces ténèbres de l'occupation puissent écrire leur propre histoire, afin que les générations qui viennent sachent ce qui s'est passé dans ce pays, non pas pour être des guerriers, mais pour être des hommes de paix. Et vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui, ils comprennent bien ce que vous leur transmettez, ce que vous avez vécu? Pour qu'ils puissent, il ne faut jamais exagérer. Parce que vous savez, l'histoire, elle commence par un petit événement, par exemple. Dans la rue, il y a quelque chose qui se passe, un petit accident, il y a 3 personnes qui observent l'accident, puis après, elles se déplacent, les 3 personnes, chacune de son côté.
puis ils rencontrent des gens qui leur disent qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et chacun va raconter à sa manière, et ça sera tout à fait différent de ce que l'autre a raconté. Donc, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'on soit d'accord au moins sur une base historique qui soit une base historique véridique. Et aujourd'hui, le problème, c'est que chacun a raconté son histoire, et les histoires, malheureusement, ne se recoupent pas. Et à partir de là, chacun pense qu'il a raison, et qu'au lieu de pouvoir créer l'unité, il continue dans la division. Pour moi, très simplement, j'essaye de transmettre l'histoire que j'ai vécue, ou l'histoire que j'ai appris, de ceux qui m'ont raconté et qui m'ont transmis la leur, d'être le plus précis et le plus précieux possible pour ne pas exagérer. Mais le bout de l'histoire, c'est de dire à ceux à qui on transmet la sienne, de dire faites mieux que nous, faites la paix, aimez la vie. Donc c'est ça le... Est-ce que vous avez peut-être un autre message encore à faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui, que ce soit en France, en Algérie ou... C'est, comment dirais-je, on est tous en panne, on est tous à réparer. Il faudrait qu'on se répare et qu'on retrouve le vrai modèle de la solidarité, de la fraternité. Parce qu'en chacun de nous, il y a cette énergie qui est importante. Et c'est celle-là qu'il faut user et utiliser, et non pas celle qui nous amène à être toujours dans la quête du conflit, dans la recherche du défaut de l'autre. Donc, nous savons que nous avons tous des défauts. Nous savons que nous sommes imparfaits. Essayons au moins d'être capables de pardonner et de ne plus recommencer à se faire la guerre pour prouver qu'on est le meilleur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Moi, j'ai une chose à ajouter. Je vous remercie de m'avoir demandé de vous raconter une part de mon histoire. Merci à vous. C'était très enrichissant pour nous. Parce que, voilà, comme je vous disais, la mémoire de cette partie de ma vie est toujours à la surface. C'est d'ailleurs avec elle que je cache la blessure pour pas qu'elle continue à saigner. Merci beaucoup. C'est nous qui vous Merci à vous. remercions. Merci à vous. C'était très enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'était très touchant. Oui, les événements, enfin, tous les détails, c'était... On s'implique. Et donc, quand on parle d'une histoire qu'on a vécue dans une grande histoire, il y a une part de notre histoire qui est dedans. C'est important de la transmettre, c'est bien. Je pense, oui. 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 On n'est pas des héros. On est simplement des êtres humains, simples. Je suis fervent de la paix, mais d'une paix qui soit juste. Tout ce que je vois autour de moi aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de paix, mais on ne parle pas de justice. On parle beaucoup de paix, mais on ne parle pas de réconciliation. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à se réconcilier. Et que quand je regarde quelqu'un qui vient d'ailleurs, je ne parle pas pour lui. Je le laisse me dire qui il est, pour que je puisse lui dire qui je suis. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.